Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Gérald Darmanin. Bonjour. Bonjour. Un forum consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus, la perspective du déconfinement, puis les implications économiques mais aussi sociales de cette crise. Alors, comment éviter l'écroulement de l'économie française et comment relancer la croissance? Qui paiera la dette Covid? Les impôts finiront-ils par augmenter? Et pour commencer, Gérald Darmanin, est-ce juste de penser qu'il plane des incertitudes sur une sortie du confinement le 11 mai? En clair, faut-il considérer que le confinement aura bien lieu à cette date du 11 mai? Le 11 mai n'existe que si on fait tous des efforts. Le 11 mai n'existe dans le déconfinement que si les quelques jours auparavant, et notamment, vous avez vu que le Premier ministre a donné la date du 7 mai, que quelques jours auparavant, on constate que dans les services de réanimation, dans les entrées à l'hôpital, il y a de moins en moins de gens pour faire face effectivement à ce déconfinement. Donc le 11 mai, encore une fois, est une date très importante. Elle doit être celle qui nous guide pour déconfiner, mais le déconfinement n'est pas non plus la fin de l'état d'urgence sanitaire dont vous avez vu que le Premier ministre va demander au Parlement que ce soit jusqu'au 23 juillet. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une sortie du confinement à cette date, très précisément, Gérald Darmanin? Ce serait une augmentation très importante du nombre de personnes admises en hospitalisation et en réanimation. Pourquoi on a confiné? On a confiné comme quasiment tous les pays du monde parce que nos services publics, les hôpitaux, ne pouvaient pas faire face à une vague sans précédent de personnes dans les hôpitaux et en réanimation, et qu'il n'aurait pas été digne de notre civilisation que des médecins trient entre ceux qui peuvent être sauvés et ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Et donc, le meilleur moyen qu'on ait trouvé, et d'ailleurs, cela fonctionne. Je constate qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de personnes dans les services de réanimation, nous avons beaucoup moins de personnes qui sont hospitalisées, parce que l'effet du confinement a fonctionné comme dans tous les pays. Mais évidemment, s'il devait y avoir une augmentation, un pic nouveau à la veille de ce déconfinement, sans doute que la date serait remise en cause. Alors, est-ce que vous comprenez, c'est toujours lié au déconfinement, Gérald Darmanin, est-ce que vous comprenez la polémique ouverte par les ordres professionnels de santé qui s'offusquent que les grandes enseignes de la grande distribution aient annoncé une capacité de vente de masques par centaines de millions, alors disent-ils que leur propre approvisionnement reste sous tension? Moi, je pense que cette polémique, elle n'a pas lieu d'être. Parce que si vous regardez les choses correctement, et moi je voudrais d'ailleurs remercier la grande distribution du travail très important qu'elle a fait dans le cadre de la crise du confinement, justement du coronavirus. Sans la grande distribution, nos agriculteurs auraient eu du mal à fonctionner. Sans la grande distribution, nous aurions eu du mal à nous alimenter. La grande distribution, peut-être a-t-elle mal communiqué, mais elle a donné des chiffres importants de masques, sans doute à vendre demain dans leurs échoppes. Mais ce sont des chiffres d'importation qui ne sont pas arrivés. Ce sont des commandes. Aujourd'hui, il n'y a pas les chiffres de dizaines de millions de masques évoqués dans les stocks des grandes surfaces. Donc, une polémique qui n'a pas lieu d'être. La grande distribution, je crois, a corrigé d'elle-même ce hiatus. Elle a commandé des masques, comme je crois beaucoup d'employeurs, comme je crois beaucoup d'administrations, beaucoup de collectivités locales. Mais ces masques commandés ne sont pas des masques qui sont en stock et qui auraient été mis de côté par je ne sais quel outil mercantile. Gérald Darmanin, vous avez été élu maire du Tourcoing le 15 mars. Est-ce que vous comprenez les maires et les élus qui refusent d'ouvrir les écoles le 11 mai? Hervé Morin, le président de la région Normandie, annonce d'ailleurs aujourd'hui dans le Parisien qu'il ne compte pas ouvrir les portes des lycées normands début juin. Est-ce que vous comprenez tout ça? D'abord, l'ouverture des écoles, je le dis d'autant plus que je suis un élu local, en effet, et souvent les élus locaux sont jaloux de leurs prérogatives, et ils ont bien raison. L'ouverture des écoles, me semble-t-il, comme l'ouverture des lycées, c'est du domaine de la loi. C'est l'État qui décide de l'ouverture des écoles ou des lycées. Deuxièmement, moi je voudrais dire pourquoi il faut ouvrir des écoles. Pourquoi il faut ouvrir les lycées? Et pourquoi on va les ouvrir? Et Tourcoing est un bon exemple. C'est une ville très touchée socialement. Alors quand vous avez une grande bibliothèque, quand vous êtes enfant de cadre, quand vous avez une grande maison, quand vous avez un lien par Internet, lorsque vous avez des gens qui parlent plusieurs langues étrangères chez vous, c'est moins grave que votre enfant n'est pas à l'école. C'est grave quand même, mais c'est moins grave. Vous pouvez lui apporter les quelques semaines d'éducation qui va lui manquer à l'éducation nationale. Mais quand vous êtes enfant de pauvre, quand vous êtes enfant d'ouvrier, quand vous êtes enfant de caissière et de caissier, dans un appartement de 45 mètres carrés, que vous n'avez pas effectivement la grande bibliothèque ni le lien Internet, et vous êtes obligé parfois de faire vos devoirs sur votre téléphone portable. C'est ce qui existe aujourd'hui. L'école de la République, ça doit être au rendez-vous, le premier, en première ligne
pour pouvoir réparer les injustices sociales. Et ce confinement, il va quand même accélérer les injustices sociales. Il faut donc vite le réparer. Il faut que les écoles réouvrent. Ça veut dire que les élus qui refuseraient d'ouvrir les écoles, comme on leur demande, comme l'État leur demande, commettraient une faute? Moi, je ne suis pas là pour porter des bons points, des mauvais points. Vous m'avez posé la question pour chez moi à Tourcoing. Moi, je vous dis que l'ouverture des écoles, c'est un impératif social. Et que nous devons tous, lorsqu'on prend des décisions, considérer les conséquences de nos actes. Bien sûr, il y a des difficultés à ouvrir les écoles dans les circonstances d'aujourd'hui. C'est pas nouveau. Bien sûr que les élus doivent se poser la question. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à les laisser fermer, et notamment des enfants des classes sociales les plus populaires qui, chaque jour qui passe, ont un peu plus d'handicap vis-à-vis des enfants des classes plus riches. Alors, Édouard Philippe, Gérald Darmanin va présenter demain au Sénat son plan relatif à la stratégie de déconfinement. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, s'alarme d'ailleurs, comme de nombreux parlementaires, de l'absence dans le projet de loi d'une protection juridique des élus locaux et annonce d'ailleurs dans le JDD que les sénateurs de son parti vont saisir le Conseil constitutionnel à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? D'abord que le Sénat fera son travail, bien sûr, s'il le souhaite, comme le Parlement. J'ai vu que les députés En Marche, ce matin, dans le journal du dimanche, réclamaient les mêmes choses et que cela est à prendre en considération. Qu'effectivement, il n'y a pas de disposition législative pour protéger, on va dire ça comme ça, encore plus que ce qui n'existe, et j'y reviendrai, les employeurs en général, pas simplement les maires. C'est le cas des directeurs d'administration, c'est le cas des patrons d'entreprise qui peuvent se poser légitimement la question de la responsabilité civile ou pénale de demain. Je voudrais quand même remarquer que la loi de la République est déjà bien faite. Si vous parliez du fait que j'avais été élu maire, les maires, par exemple, depuis la loi Fauchon des années 2000, prévoient que, certes, vous pouvez être en tant que maire en responsabilité que si vous avez fait une faute grave et délibérée. Donc je suis sûr qu'il n'y a aucun élu qui va faire une faute grave et délibérée pour que les personnes soient en contact direct avec le Covid. Mais la question est posée. Le Premier ministre s'exprime lundi au Sénat. Il aura sans doute l'occasion d'apporter une réponse à l'ensemble des sénateurs qui représentent les collectivités locales. Une réponse, c'est-à-dire une disposition, annoncer qu'il y aura une disposition dans le projet de loi de protection juridique des élus locaux ? Aujourd'hui, dans le texte que j'ai eu l'occasion de consulter au Conseil des ministres, il n'y a pas de disposition. Pour les employeurs, encore une fois, il ne s'agit pas que des élus locaux. Tous les employeurs, les directeurs d'administration, les patrons de PME, ils sont sans doute tous sous un régime de responsabilité, ils se posent des questions. Je pense qu'il serait bon de répéter déjà ce qui existe. Et comme je vous l'ai dit, les choses sont assez claires depuis la loi Fauchon. Et si on doit le compléter, et c'est un débat politique tout à fait noble, je crois que ce que dira demain le Premier ministre au Sénat sera l'occasion sans doute de discussions politiques et peut-être d'adoption législative. Alors, autre question liée à la crise du coronavirus, ça concerne la SNCF, ça vous concerne puisque vous êtes le ministre de l'Action des Comptes Publics. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a donc chiffré hier à près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires les pertes de la SNCF liées à la crise du Covid-19. Jean-Pierre Farandou qui évoque aussi, comme les syndicats, un plan d'aide de l'État pour la SNCF. Alors d'abord, est-ce qu'un tel plan est à l'étude ? Et si oui, de quel montant ? À quelles conditions et quand pourrait-il être mis en œuvre, Gérald Darmanin ? Écoutez, aujourd'hui, moi je ne conteste pas les chiffres du président directeur général de la SNCF, mais ils sont sans doute déjà circonspects dans leur montant exact, parce que la crise, elle ne sait pas encore combien de temps. Alors, on ne sait pas combien de temps elle va durer, on ne connaît pas demain la façon dont les Français vont réagir au déconfinement. Au début de votre émission, vous me posiez la question de savoir si le 11 mai était une date qui était déjà remise en cause. On voit bien qu'il y a des incertitudes, comme vous l'avez dit vous-même. Le déconfinement, on ne sait pas combien de temps il va durer. On ne sait pas si les Français vont changer leurs habitudes, comment vont fonctionner les entreprises, comment les touristes vont revenir dans notre pays. Donc, on ne connaît pas exactement les montants de pertes dans l'économie en général et à la SNCF en particulier. En tout cas, il est ça veut dire, Gérald Darmanin, que les pertes de la SNCF pourraient aller au-delà des 2 milliards annoncés par Jean-Pierre. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien des grandes entreprises publiques, mais aussi activités économiques, les cotisations ou les impôts, si vous posez des questions sur toutes les questions budgétaires ou financières, on ne sait pas exactement combien. Donc j'entends le chiffre de 2 milliards, sans doute est-ce un montant qui correspond à la réalité et sans doute se chiffre-t-il en milliards, donc, mais je ne suis pas capable de vous dire combien. Une fois que je ne suis pas capable de vous dire combien, c'est difficile de prévoir un plan dont on ne connaît pas le montant d'intervention.
L'État a toujours été au rendez-vous pour soutenir d'abord ces grandes entreprises nationales, c'est le cas d'Air France, je voudrais le souligner, et encore plus quand ça lui appartient, comme la SNCF. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'État aide déjà beaucoup la SNCF, puisque plus de 100 000 agents de la SNCF sont en chômage partiel payé par l'État. C'est quoi l'activité partielle qu'on a mis en place? C'est la nationalisation des salaires. C'est l'État qui paye à la place des entreprises, et donc ici à la place de la SNCF déjà, les salariés d'une partie des cheminots. Donc, et une partie importante. Donc nous verrons bien et nous aiderons évidemment la SNCF. Après, chacun devra faire des efforts parce que l'État, c'est nous, comme dirait l'autre. L'État, c'est nos impôts. L'État, c'est l'argent public. Et l'État ne peut pas tout compenser à l'euro près pour tout le monde parce que va venir un moment où il faut avoir un discours de responsabilité où on se dit que la crise du coronavirus, elle aura des conséquences pour beaucoup d'entre nous et y compris pour les finances publiques de l'État. Alors, une précision donc, pour nos auditeurs. 100 000 salariés de la SNCF au chômage partiel. Sur combien de salariés au total de la SNCF, Gérald Darmanin? Aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement parce que la SNCF fonctionne avec aussi plusieurs filiales. On voit bien que le nombre de trains a ralenti puis a repris désormais. Donc, les chiffres ont toujours un décalage. Donc, c'est compliqué de vous dire exactement le nombre de salariés qui sont en chômage partiel. On sait que c'est plus de 100 000 aujourd'hui. Et c'est compliqué de savoir combien vont reprendre sans doute au moment du déconfinement. Donc, je pense que le président de la SNCF pourrait mieux que moi vous dire le nombre de salariés total concernés par les filiales et par l'activité partielle. Alors, vous dites, en fait, non, la question c'était combien de salariés aujourd'hui à la SNCF? Combien sont salariés de la SNCF? Je ne sais pas exactement combien il y a de salariés à la SNCF et à ses filiales. Et je ne sais pas surtout combien sont encore... il y a une question de statut, vous l'aurez remarqué, depuis le 1er janvier dernier. Donc, je ne peux pas vous le préciser exactement. Je sais le nombre de salariés qui sont en activité partielle et que l'État paye à la place de la SNCF. C'est donc à peu près 100 000. Vous dites chacun devra contribuer justement à cette crise, aux conséquences de cette crise. Est-ce que ça veut dire que Jean-Pierre Farandou a raison quand il dit, ou est-ce que vous l'approuvez quand il dit que des suppressions de postes sont envisageables si la reprise est lente, Gérald Darmanin? Moi, je ne vais pas diriger les entreprises à la place des patrons d'entreprises. Non, mais quand il dit ça, il dit une chose qui peut être juste ou pas? Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, les patrons d'entreprise se poseront des questions, mais ils se poseront des questions et en même temps, ils demandent l'aide de l'État. Et ils ont d'ailleurs raison de la demander, puisque l'État, avec Bruno Le Maire, avec finalement l'ensemble du gouvernement à la demande du président de la République, est très présent auprès des entreprises. Ce qui est certain, c'est que sans donner des leçons de gestion, bien évidemment, quand l'État intervient, de même qu'il avait demandé de ne pas verser de dividendes aux entreprises qui avaient demandé son aide, aux actionnaires, ce qui me paraît normal, l'État, évidemment, est très attentif au sort de l'emploi. Donc, nous verrons bien la situation économique. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter ces licenciements. Et vous croyez qu'il peut y avoir des licenciements ou que c'est tout à fait inenvisageable? Non, mais moi, je ne peux pas prévoir Moi, je ne peux pas prévoir la durée exacte de la crise du coronavirus et ni la façon dont on va retourner à une vie qu'on pourrait appeler normale. Donc, je ne connais pas exactement le chiffre de la croissance, comme personne d'ailleurs, à la fin de l'année de 2020. Je ne connais pas le chiffre exact du déficit et je ne connais même pas les pertes de recettes fiscales globales parce que nous ne sommes qu'au mois de mai. Et malheureusement, nous avons déjà des chiffres qui défient l'entendement et qui ne sont pas comparables avec des crises qu'on a vécues précédemment. Donc, je ne peux pas tirer les conséquences du constat exact de la crise économique qui va naître. Mais cette crise économique, elle va être là. Il est évident que quand vous avez un pétrole aussi bas, le plus bas de son histoire, quand vous avez un niveau de dette aussi important, le plus important de l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque vous avez des pertes de recettes pour les collectivités locales, mais aussi pour la sécurité sociale et pour l'État, aussi importantes, et que vos chiffres changent souvent parce que, évidemment, il y a des conséquences économiques à tout ça, c'est très difficile de savoir le comportement des acteurs économiques. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que nous faisons, en revanche, c'est de tout faire pour éviter les faillites d'entreprises et les licenciements. C'est ce que nous essayons. C'est notre motivation première. On va reparler un peu plus tard des faillites d'entreprise et puis des conséquences de tout ça, notamment sur le plan social et en matière d'emploi. Mais il y a aussi dans le contexte économique des secteurs économiques qui souffrent plus que d'autres, à savoir l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'automobile, les transports aériens. Vous avez déjà annoncé des aides massives pour Air France et Renault. Qu'en est-il pour Airbus, Gérald Darmanin? Airbus connaît une situation extrêmement compliquée parce que vous savez qu'il y a plus de la moitié des avions qui ne volent plus.
Donc il y a beaucoup moins d'avions qui sont également achetés ou réparés. Donc une grande société comme Airbus, c'est aussi le cas bien sûr de Boeing, mais nous intéressons plus à notre compagnie nationale, si j'ose dire. Une société comme Airbus, elle était aussi très attentive à ce qu'on allait faire pour Air France. Quand on aide Air France, on aide indirectement Airbus. Et puis Airbus, c'est beaucoup de sous-traitants. Et ça met beaucoup de temps pour assembler un avion. C'est une tautologie que de le dire. Et ça demande beaucoup de savoir-faire. Donc il n'y a pas qu'Airbus, il y a aussi des sous-traitants d'Airbus qui sont très nombreux, et notamment, vous le savez bien, dans le sud-ouest. Notamment dans la région de Toulouse. Donc, ce que nous faisons, c'est toute l'activité de soutien économique, les prêts garantis par l'État, les reports de charges, les aides directes aux compagnies aériennes, comme le cas d'Air France ou comme le sont d'autres pays dans d'autres compagnies aériennes. Ça soutient la grande entreprise qui est Airbus. Mais j'ai vu que le patron, M. Fautry, avait écrit à ses salariés pour leur expliquer les difficultés du moment. Derrière Airbus, il y a d'autres entreprises qui sont concernées. Il y a des grandes entreprises françaises, comme Safran, par exemple, qui travaillent beaucoup, évidemment, pour Airbus. Donc, c'est toute une chaîne de l'aéronautique. L'aéronautique, comme l'automobile, d'ailleurs, sont deux grandes industries qu'il nous faudra particulièrement aider. Et le gouvernement sera au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a une trésorerie, c'est ce qu'a dit monsieur le patron de Airbus, assez importante pour passer cette date du 11 mai. Donc, il n'y a pas d'intervention particulière de l'État à avoir pour l'instant, si ce n'est ce que nous faisons déjà. Nous verrons bien, et si jamais il y a des difficultés, nous serons là pour aider Airbus. Donc, pour aider Airbus, et vous avez une somme en tête, combien de milliards pour Airbus, vous le savez? Mais aujourd'hui, ils ont la trésorerie. Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie parce qu'il en a envie ou parce qu'il répond à des questions légitimes des journalistes. Il doit intervenir que lorsque vraiment c'est extrêmement nécessaire. C'est jamais vraiment très bon que l'État intervienne sans cesse dans l'économie. On l'a fait pour Air France parce que c'était nécessaire. Je rappelle, 7 milliards d'euros, 4 plus 3 entre le capital et les avances. Nous verrons bien. Alors, mais chacun voit qu'on ne laissera pas tomber des grandes entreprises pourvoyeuses d'emplois et très symboliques également, comme Airbus, qui souffre beaucoup de l'arrêt brutal de l'activité aéronautique. Vous parliez tout à l'heure, vous parliez à l'instant, pardon, des perspectives éventuelles de faillite. Comment éviter des faillites en cascade? Est-ce sont encore possibles? Est-ce que vous avez une idée des entreprises qui peuvent être et qui pourraient être en difficulté d'ici la fin de l'année, qui pourraient déposer leur bilan? Non, c'est très difficile à savoir, parce qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui allaient bien et dont la crise du coronavirus rend la situation extrêmement délicate. Là, je crois que tout ce que fait l'État, les plans garantis pour 315 milliards auprès des banques, les reports ou annulations de charges, les interventions directes avec l'activité partielle où on paye les salariés à la place d'entreprises permettront à ces entreprises de passer ce très mauvais cap du coronavirus, nonobstant évidemment la reprise et la façon dont la reprise va se faire. Et puis il y a celles qui avaient déjà des difficultés avant la crise du coronavirus et que la crise du coronavirus va accélérer. Donc je vois quand même que 95% des entreprises qui demandent des prêts garantis aux banques, les prêts garantis par l'État, ont un retour positif dès la première demande. Je me dis que le système mis en place par le gouvernement fonctionne très bien. Il nous appartient, avec Bruno Le Maire, de nous intéresser évidemment plus particulièrement aux 5% d'entre elles qui n'ont pas assez prêts, sans doute parce qu'elles avaient des difficultés ou des mauvais fonds propres avant la crise. Et donc là, nous mettons en place des dispositifs plus particuliers. Mais aujourd'hui, je ne suis incapable de vous le dire, et nous espérons zéro. Nous espérons zéro faillite, comme nous espérons zéro licenciement. Malheureusement, nous savons très bien que plus la crise va durer, plus ce sera difficile, évidemment, pour les entreprises et pour les salariés. Alors justement, qu'est-ce qui est le plus difficile, Gérald Darmanin? La gestion de la crise sanitaire, la sortie du confinement, c'est-à-dire le déconfinement, ou la gestion de la crise économique et sociale? Ce n'est pas tellement comparable. Vous savez, nous avons fait un acte de civilisation que personne n'a jamais fait avant nous. Nous avons arrêté sciemment l'économie pour pouvoir protéger la vie des Français. Personne n'a fait ça dans notre histoire. C'est un acte de civilisation très fort. Évidemment, le confinement a aussi des conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, des conséquences sociales et des conséquences économiques et peut-être même des conséquences sanitaires. Vous avez vu tous ces gens qui ne vont plus chez leur médecin pendant le confinement et dont les autres pathologies que le Covid peuvent s'accélérer parce qu'ils ne vont pas voir les médecins. Donc évidemment, il faut sortir de ce confinement. La crise sanitaire est sans doute la plus difficile à gérer parce qu'il s'agit de la vie des gens, bien évidemment. La crise économique qui est là et qui va arriver et qui va toucher, je le rappelle, tous les pays du monde. C'est ça qui est la grande difficulté. La France pourrait s'en sortir correctement. Si les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie vont pas bien, ça nous pose évidemment des problèmes d'exportation, d'importation extrêmement importants. Nous ne connaissons pas son ampleur, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'évidemment, elle va être importante et que nous allons donc devoir nous retrousser les manches. Le président de la République va, il l'a dit, s'occuper de la relance.
Et effectivement, nous aurons intérêt aussi à avoir des réponses mondiales et européennes à cette crise. Alors justement, donc la crise va être immense, elle concerne la plupart des pays du monde. Et alors, on le voit notamment au niveau de la croissance. Le produit intérieur brut français a chuté de 5,8% au premier trimestre 2020, Gérald Darmanin. Une chute quand même plus forte qu'en Allemagne, moins 4,8%, plus forte même qu'en Italie, moins 4,7%, ou qu'en Espagne, moins 5,2%. Et on sait que le niveau moyen de la zone euro montre un recul de moins 3,8%. Comment vous expliquez que la France soit, sinon le mauvais élève de la planète, sinon le mauvais élève de l'Europe, Gérald Darmanin? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'en pleine tempête, on puisse mesurer le niveau d'eau. D'abord, attendons la fin des confinements dans tous les pays occidentaux et singulièrement dans les pays européens. Regardons après cette tempête ou après ces inondations l'effet objectivement et regardons surtout comment on se reconstruit. Il y a des pays qui étaient le plus touchés pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont réussi à se construire plus vite que d'autres. Donc moi, je n'en tire pas de conclusion aujourd'hui. Je pense que les thermomètres que vous évoquez, s'ils existent, ils changent vraiment à vitesse grand V, pour ne pas dire de façon quotidienne. Et donc pendant la tempête, on ne regarde pas le niveau d'eau, encore une fois, on essaie de mener le bateau à bon port. En tout cas, il y a des statistiques qui sortent, des hypothèses qui sortent. Est-ce que vous considérez qu'une baisse de la croissance de 15% sur 2020 en France est plausible? Je ne peux pas répondre à cette question. Aujourd'hui, les prévisions que la France met dans ses budgets, c'est des prévisions de l'Europe, incontestables, les mêmes souvent que la Banque de France, incontestables également. Et donc, je ne suis pas capable de vous dire que si on aura une croissance négative double de ce qu'on a prévu. Tout ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que les moyens mis par l'État français pour sauver les salariés du licenciement et les entreprises de la faillite sont parmi les plus généreux d'Europe. Et pour ce qui est d'activité partielle, c'est même le système le plus généreux du monde occidental. Donc la France n'hésite pas à les moyens, je pense que les Français le voient, pour tenter de sauver l'économie. D'ailleurs, c'est souvent salué par les entreprises et par leurs représentants, mais aussi par les syndicats de salariés. Et je les remercie de cet esprit de responsabilité et de le voir. Puisque évidemment, nous avons préféré l'endettement qui est préoccupant, certes, mais à la faillite qui serait désastreuse. Mais à combien, au minimum, vous envisagez la baisse de la croissance sur 2020 pour la France? Mais moi, je suis pas Nostradamus. Donc, par définition, vous pouvez me poser la question en toutes les langues. Nous n'avons pas de projection de croissance définitive d'ici la fin de l'année. On sait tous que les prévisions que nous mettons en place sont déjà d'ordinaire en temps de paix difficiles à confirmer. Alors, vous imaginez lorsque le vent souffle d'une vitesse à laquelle personne n'a jamais eu à faire face. Donc, elle sera négative, elle sera très négative. La question, je ne connais pas le montant, parce que ça dépendra beaucoup aussi de la façon dont les Français réagissent. Est-ce qu'ils vont débloquer leur épargne pour consommer? Est-ce qu'on va vite retrouver le chemin des restaurants? Est-ce qu'on va vite réouvrir le commerce international? Est-ce qu'il y aura du reconfinement dans certains pays? Vous voyez, on est qu'au 4e ou 5e mois de l'année. Il est très difficile de savoir ce qui se passera à la fin du 12e. Alors justement, le plan d'urgence du gouvernement de 110 milliards d'euros donc a été acté par le gouvernement il y a une dizaine de jours. C'est un plan historique. Est-ce qu'il pourrait aller au-delà, Gérald Darmanin? Le président de la République a déjà évoqué le fait qu'il n'y avait pas de montant minimum à notre intervention. Donc pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'un plan supplémentaire. Je n'ai pas besoin de présenter un troisième budget. Vous voulez dire maximum, de montant maximum? Oui, pardon, il n'y avait pas de montant maximum. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de présenter un budget supplémentaire, un troisième budget. On en a déjà fait 2 en 3 semaines. Mais si on en a besoin, si les entreprises de France en ont besoin, alors nous le présenterons. Mais pour l'instant, les montants évoqués dans le dernier budget rectificatif, 110 milliards d'euros, tout à fait incomparable avec la façon dont on corrige les budgets d'habitude, et surtout pas au début de l'année, en général c'est à la fin de l'année, permettent de faire face à la crise économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avec comme conséquence cette crise du coronavirus qui va entraîner un endettement massif, non seulement de la France, mais de tous les pays de l'Union européenne. Alors quel dispositif faut-il envisager pour rembourser ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui cette dette Covid? Peut-elle être à court terme ou plutôt à long, voire à très long terme? En clair, comment financer cette dette sans plomber l'économie européenne? Est-ce que la solution de la financer sur 100 ans
dont on entend parler ici ou là est envisageable, Gérald Darmanin? D'abord, tout dépendra de la hauteur de cette dette, parce qu'encore une fois, nous parlons de choses qui vont encore beaucoup bouger. Vous voyez bien que nous, on a pris grosso modo 20 points de dette depuis le début de cette crise. On en prendra peut-être plus. Et puis après la dette, il y a aussi une dette sociale. Les cotisations ne rentrent plus beaucoup moins dans le budget de la Sécu. Vous avez vu qu'on est à 41 milliards du trou de la Sécu. On est passé de 2 milliards à 41 milliards en quelques semaines. Et on ne connaît pas la hauteur de cette dette. Donc d'abord, j'allais vous dire, pour savoir en combien de temps vous devez rembourser votre dette, comme quand vous achetez votre maison et que vous allez voir votre banquier, tout ce qui est intéressant, c'est quand même de connaître le montant de la dette pour pouvoir l'étaler. Donc d'abord, répondre définitivement à cette question, c'est sans doute une question intéressante et qui se posera à la fin. Deuxièmement, il y a sans doute des moyens de discuter internationalement. Vous parlez des difficultés européennes, ce sont des difficultés mondiales. Regardez ce que vivent les États-Unis. Ils auront la même situation. Nous avons des banques centrales qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes, mais nous avons parfois des monnaies qui n'ont pas la même politique. Et on voit bien que c'est pas pareil de gérer une monnaie et donc une dette dans une zone comme l'euro, avec des politiques étatiques différentes, que d'être aux États-Unis avec sa banque centrale à soi, même si elle est évidemment indépendante du pouvoir politique. Et donc la question de savoir, puisque c'est celle que vous posez, si on peut renégocier notre dette, on peut racheter la dette par les banques centrales des dettes privées. Donc par la BCE, par exemple. Exactement. Est-ce qu'on peut faire une dette perpétuelle? Est-ce qu'elle a un taux d'intérêt négatif, un taux d'intérêt positif ou un taux d'intérêt c'est nul? la question que je vous posais. Alors, votre réponse, c'est quoi? La question est de savoir c'est qu'il faut. Mais ça veut dire quoi de faire une dette perpétuelle? Alors, soit vous faites une rupture de dette, c'est-à-dire une rupture de confiance avec vos prêteurs, et ça, c'est jamais bon parce que dès le moment où vous devez redemander de l'argent pour faire avancer vos services publics. Donc, comment faire une rupture de dette sans fâcher les banquiers? C'est une question qui doit se poser. Et deuxièmement, quand vous faites racheter directement de la dette par votre banque centrale, vous créez de l'inflation. Et l'inflation, ça a aussi des inconvénients. Et c'est quoi les inconvénients? C'est que vous ruinez, je mets des guillemets bien sûr, les épargnants ou les plus pauvres d'entre nous. C'est ceux qui ont le moins possible capables d'avoir des salaires qui augmentent autant que l'augmentation du prix des pâtes ou des légumes. Donc, il faut réfléchir à toutes les options. Sans doute faut-il un étalement de la dette. Sans doute faut-il une réponse internationale et européenne. Faut-il une réponse coordonnée des banques centrales. Mais répondre en 15 secondes à une question aussi importante, je crois que vous comprendrez que cela s'étudie un minimum. Étalement de la dette au minimum sur combien de temps? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne connais pas le stock de dette. Quand vous avez votre banquier qui vous dit c'est sur 20 ou 25 ans votre prêt immobilier, il ne vous dit pas c'est sur 20 ou 25 ans sans connaître le montant de la dette totale. Je ne connais pas le montant de la dette totale ni de la France, ni des pays européens, ni finalement de tous les pays face au coronavirus. Sans doute qu'on peut répondre à cette question à la fin de l'année quand on aura constaté le stock de dette qui naît clairement du Covid-19. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui le stock de dette que va faire naître la France du confinement et du déconfinement. Alors au passage, puisque vous parliez de ce qui se passe dans les autres pays du monde, la crise a commencé en Chine et par la Chine. Est-ce que la Chine aura des comptes à rendre à l'issue de la crise? Moi, je pense que d'abord, il ne faut pas être naïf avec nos amis chinois. Peut-être le sommes-nous collectivement en Occident depuis un certain temps, même si la France, notamment par l'intermédiaire du président de la République, sur des questions industrielles, a l'occasion de répéter effectivement que notre souveraineté était plus importante que le commerce. Par ailleurs, moi, je ne suis pas des complotistes qui pensent que les Chinois ont mis en place dans un laboratoire un virus et qu'ils l'ont fait sciemment ou non sortir du laboratoire de Wuhan. Voilà, je crois qu'il faut rester raisonnable. Le virus, malheureusement, est un phénomène très certainement naturel. Il a touché les Chinois en premier, et d'ailleurs, ils ont beaucoup souffert de cela. Il n'y a pas de raison, me semble-t-il, particulièrement de désigner la Chine comme responsable. En revanche, mais ça veut dire quoi? Il faut pas être naïf avec la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Économiquement, déjà, je pense que chacun voit que l'Asie, et singulièrement la Chine, a pris, alors on le savait en partie, mais ça se constate malheureusement, que l'Asie a pris une forte prédominance dans le monde, et qu'auparavant l'axe de croissance, de technologie,
de domination, je vais utiliser un mot qui est difficile, était un acte américano-européen. Et on voit bien que de plus en plus, les puissances asiatiques mangent la laine sur le dos, voire parfois nous dépassent dans un certain nombre de situations. Et si je prends l'exemple, par exemple, des médicaments, on a beaucoup parlé de ce sujet de souveraineté des médicaments. 90% des principes actifs de nos médicaments sont en Chine désormais. Ben voilà, peut-être que nous sommes un peu trop laissés avoir par la politique du prix et sans doute par les politiques très envahissantes de nos amis chinois. Dette Covid, Gérald Darmanin, une grande partie du secteur économique sinistré. Est-ce que l'écroulement de l'économie française est possible ? Je ne crois pas que l'écroulement de la politique économique française est possible. D'abord parce qu'on a des entrepreneurs très courageux, qui résistent, des salariés très qualifiés, et nous avons un État très solide qui finance dans des difficultés hors normes l'économie qui est sous cloche. Je pense que cela durera, il faut faire attention, mais que l'État continuera à être fort, que les entrepreneurs continueront à être très motivés malgré les difficultés, que les salariés vont reprendre le chemin du travail. Ce qui est possible, en revanche, c'est que des conséquences sociales et politiques existent. Une crise économique très importante. Et notre travail collectif, et ce sera le travail, me semble-t-il, de tous les Français, ce sera d'éviter au maximum cette crise économique et donc sociale, et sans doute politique au sens de la vie de la cité, bien sûr. Il faut faire attention à toute crise économique d'ampleur, c'est une évidence. Alors justement, dans ce contexte, la CGT rechigne à reprendre l'activité industrielle, voire salariée. Participer à l'effort de guerre, pour reprendre les mots du président de la République, est-ce aussi contribuer de la part des salariés et des travailleurs à la reprise ? Comment et à quelles conditions, Gérald Darmanin ? Écoutez, la volonté du gouvernement, c'est laquelle ? C'est de faire confiance aux acteurs, qu'ils soient locaux, on en parlait de cela pour les communes, ou qu'ils soient les patrons d'entreprises. Beaucoup critiquent en France le centralisme. Pour une fois que le gouvernement a l'air de dire à tout le monde, prenons tous une part de notre responsabilité, de notre façon de gérer localement, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise, il faut faire confiance aux élus locaux. Ce qu'on a convenu avec un certain nombre d'organisations professionnelles et syndicales, c'est Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud qui ont mené ça, c'est qu'il y avait des guides, notamment aidés par les médecins, des guides de bonne pratique, des objectifs de moyens pour éviter évidemment de nouveau la crise sanitaire. Est-ce qu'on doit être à 1 mètre de distance des tables d'un restaurant, qu'on doit porter le masque dans les transports en commun, et dans chaque activité professionnelle, finalement, avoir un guide de bonnes pratiques qui guide les salariés et le patron. Par ailleurs, vous évoquez les syndicats. Moi, je les trouve très responsables pour une très grande partie d'entre eux. Y compris la CGT ? Pardon ? Y compris la CGT ? Alors, j'allais vous dire que je trouve que, par exemple, la CFDT, tout en protégeant la vie des salariés, a bien conscience qu'il faut reprendre le travail, parce que c'est par le travail qu'il y a des activités économiques et qu'on peut notamment financer le système social français. En ce qui concerne la CGT, je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quelques endroits quand même où il m'a semblé qu'historiquement la CGT protégeait l'outil de production et que désormais, une partie d'entre elles souhaitait pas du tout revenir au travail. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit changement de culture politique à la CGT. Personnellement, je le regrette, mais chacun a ses responsabilités. Je suis certain que tout syndicat, finalement que tout Français, sait très bien qu'il faut retourner au travail dans des conditions, bien sûr, qui assurent sa sécurité, sa santé, c'est une évidence, mais qu'il faut retourner au travail, parce que si nous ne travaillons plus, nous ne créons plus de richesse, et si nous ne créons plus de richesse, nous serons déclassés mondialement, et nous ne pourrons plus, non seulement être un grand pays, mais payer le système de protection sociale qui a fort bien marché, notamment dans le cas du système de santé. Alors, à ce que vous venez de dire, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise vous ont déjà répondu. Ils considèrent que le retour des plus jeunes enfants à l'école dès le 11 mai ne vise qu'à renvoyer leurs parents travailler, malgré, disent-ils, le contexte sanitaire incertain. En clair, est-ce juste de dire que vous privilégiez l'économie à la santé des Français, Gérald Darmanin ? Mais quand on est fils de sénateur, quand on est fils de député, quand on est fils de ministre, quand on est fils de personne qui a les moyens d'une belle bibliothèque, encore une fois, un bel appartement parisien, on peut se permettre d'avoir ce genre de raisonnement politicien et faussement, me semble-t-il, juste. Je le répète, le retour à l'école, c'est pas pour faire plaisir aux patrons. Le retour à l'école, c'est pour éviter que les enfants de patrons prennent trop d'avance par rapport aux enfants d'ouvriers. C'est quand même très étonnant, des gens qui, désormais, refusent l'idée que l'école de la République est émancipatrice, refusent l'idée qu'il faut ouvrir les écoles,
refuse l'idée que les enfants, j'entendais Madame Le Pen, qui a le même combat que M. Mélenchon, ce qui ne nous étonne plus désormais, de dire on n'attendra pas avant septembre. Peut-être que les enfants de cadres supérieurs peuvent attendre septembre. C'est même pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, je peux vous assurer que les enfants d'ouvriers de Tourcoing, ils peuvent pas attendre septembre pour continuer à apprendre à lire, à écrire, pour continuer à avoir accès à l'histoire, aux mathématiques, pour avoir à peu près les mêmes chances que les enfants des bourgeois, on doit le dire ainsi, pour reprendre un mot qui plairait à M. Mélenchon. Donc je crois que là encore, la politique politicienne de M. Mélenchon et de Mme Le Pen n'est pas à la hauteur du pays et surtout est antisociale. Voilà. Antisocial, Mélenchon et Marine Le Pen. Bien sûr, à force de... Donc, c'est très étonnant que des élus qui se disent républicains désormais soient contre l'ouverture des écoles de la République. Je crois que là, on relève quelque chose qui, à mon avis, relève d'un combat qui est un combat où on met la politique politicienne, parce qu'il faut s'opposer au gouvernement sur un premier temps, alors qu'on devrait tous s'intéresser à savoir comment des enfants perdent de la capacité à avoir de l'égalité des chances, à ne pas accéder à l'école de la République. Alors, économie et sociale, Gérald Darmanin, Muriel Pénicaud a annoncé mercredi qu'à partir de début juin, le gouvernement allait réduire la voilure du chômage partiel, qui bénéficie donc aujourd'hui à 11 300 000 salariés français, dont, vous avez dit tout à l'heure, 100 000 salariés de la SNCF. À quel taux passera la prise en charge de l'État début juin, Gérald Darmanin? Bon, d'abord, 100 000 salariés de la SNCF, c'est à peu près la moitié de tous les salariés, pour répondre à votre question avec un peu de retard, de la SNCF. Vous savez, sur l'activité partielle, c'est encore une fois un système extrêmement généreux qui va avec la difficulté du confinement. L'État décide de la fermeture, grosso modo, de l'économie. Il est normal, même si ça coûte très cher, que l'État paye les salariés. Nous n'avons pas les mêmes situations qu'aux États-Unis, par exemple, où les licenciements se font par millions, vous l'avez vu, chaque semaine. Quand est-ce que ça s'arrête? Bon, évidemment, il faut arrêter ce système. Il ne va pas durer ad vitam. On ne va pas continuer l'État de payer les salaires des salariés qui devraient être payés par l'entreprise. Chacun le comprend. Ce n'est pas un système qui est viable des mois et des mois. Tout dépendra de la reprise économique, pour répondre à votre question. Mais il est certain que les entreprises qui réouvrent ne vont pas voir leurs salariés pris en activité partielle. On ne va pas nous payer, nous l'État, nous les Français, payer les salaires de gens qui travaillent et qui produisent, évidemment par leur force de travail, pour reprendre encore un mot qui serait cher à M. Mélenchon, dans une entreprise. Donc si le coiffeur réouvre, il est évident que si nous avons pris le salaire de ces assistants coiffeurs, lorsqu'il réouvrira et qu'il continuera, va recommencer à couper les coupes de cheveux, il va payer normalement son salarié. Donc c'est ce qu'a voulu dire Mme Pénicaud. Et donc l'activité partielle va accompagner le déconfinement. Il y aura une forme d'accompagnement type activité partielle pour ceux qui resteront fermés. C'est le cas des restaurateurs. Vous savez qu'ils ne réouvriront pas le 11 mai. Mais ceux qui ne pourront ouvrir et ceux qui pourront ouvrir, l'activité partielle s'arrêtera. Est-il juste de penser, Gérald Darmanin, qu'il y aura jusqu'à 2 millions de chômeurs de plus à la fin de l'année? Je ne peux pas répondre à cette question. Nous espérons qu'il y en ait le moins possible, parce que c'est ce que nous mettons en place. Encore une fois, je ne connais pas la façon dont la reprise du confinement, d'ailleurs aucun pays ne le connaît, jouera dans l'activité économique. Et je ne connais pas les conséquences des crises économiques de nos voisins, italiens, espagnols, allemands, belges, anglais, américains, tous ceux qui font qu'on a un lien très fort d'importation et d'exportation et qui jouent bien évidemment sur notre compétitivité, sur notre taux de chômage. Vous avez parlé tout à l'heure du plan de relance qu'on attend sans doute, vous allez le dire, pour l'été ou plutôt peut-être pour la rentrée. Qu'envisagez-vous comme mesure justement de relance de l'économie et donc quand ce plan sera-t-il annoncé, le plan de relance? Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur l'urgence de la guerre d'aujourd'hui et réussir le 11 mai, si j'ose dire, réussir le déconfinement. Une fois que le déconfinement sera réussi, et ce n'est pas une mince affaire, on l'a vu avec toutes vos questions que se posent évidemment les Français, vient le moment de la relance. C'est le moment de la reconstruction après la guerre. Voilà. Donc on peut avoir des idées pendant la guerre de ce que doit être la reconstruction. Enfin, le moment où on a les mains libres pour faire cette reconstruction, d'ailleurs en grand échange avec les partenaires sociaux, c'est au lendemain de la guerre. Voilà. Donc viendra le moment, au lendemain du déconfinement, sans doute, à la date qu'aura choisi le président de la République, de pouvoir dessiner ce qu'est la société de demain, mais aussi
de pouvoir relancer l'activité économique. Donc nous verrons bien à ce moment-là. Je sais que le ministre de l'économie et des finances y travaille. On se répartit un peu les rôles, si j'ose dire, puisqu'il appartient aujourd'hui aux URSSAF et aux impôts d'organiser l'urgence d'aujourd'hui et sans doute à d'autres de penser un peu prospectif. Alors, dans ce contexte de relance, éventuellement d'une crise sociale, voire d'une tempête sociale, le MoDem, le parti de François Bayrou, veut proposer de lier distribution de dividendes aux actionnaires et hausse des primes d'intéressement et de participation aux salariés. Est-ce que vous y êtes favorable, Gérald Darmanin ? De toute manière, moi, la répartition entre le capital et le travail, c'est une vieille idée gaulliste. Vous savez que j'ai été un jeune gaulliste et cette répartition capital-travail, elle est très importante pour avoir un capitalisme, un visage humain et pour pouvoir réparer des inégalités. Donc, tout ce qui pourrait aller vers ce point-là me paraît personnellement quelque chose d'intéressant. Alors ensuite, il faut faire attention parce que nous, mais selon quelle proportion ? Mais, encore une fois, dans quel état sera l'économie française ? Vous savez, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui pourront verser des dividendes, même si elles le voulaient, à leurs actionnaires au lendemain de cette crise. Il faut aussi voir ce que sera la réalité économique de notre pays. Les dividendes, c'est pas toujours envoyé à des gens très riches ou à des fonds de pension qu'on ne connaît pas. C'est parfois le cas, bien sûr. Mais c'est aussi des petits actionnaires, des petits retraités qui ont une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'actions et qui attendent de cela pour compléter leur retraite. Donc, faisons attention, derrière le mot dividende, il y a beaucoup de réalités très différentes. Donc, on répartisse mieux le capital et le travail. La réponse est oui. D'ailleurs, le gouvernement l'a déjà fait. C'est le cas notamment de la grande politique sur l'intéressement qu'on a mis en place, sur le forfait social qu'on a mis en place. C'est notre gouvernement qui l'avons mis en place à la demande du président de la République. Qu'on continue à réfléchir à c'est quoi une société mieux répartie entre le capital et le travail. La réponse est oui. Et de ce point de vue, la proposition de François Bayrou est tout à fait intéressante, en ce sens qu'elle s'inscrit dans cette filiation gaulliste et dans le travail que fait le gouvernement. Pour le reste, ne décidons pas aujourd'hui de mesures qui seraient difficilement applicables parce que l'économie française serait très malade au lendemain de la crise. Alors justement, toujours dans ce contexte, le patron des députés MoDem, Patrick Mignola, propose ici de revoir l'échelle des salaires en entreprise, considérant que le bon rapport serait plutôt de 1 à 10 que ce qui peut exister aujourd'hui dans certaines entreprises, jusqu'à 1 à 200. Est-ce que c'est une piste que vous pourriez reprendre à votre compte, donc un bon rapport de 1 à 10 en ce qui concerne l'échelle des salaires en entreprise ? Mais que les parlementaires réfléchissent à la société de demain, c'est leur rôle, c'est même leur rôle institutionnel, de contrôler l'action du gouvernement et de regarder l'avenir. Le cas du ministre des Comptes publics, lui, il est dans l'urgence du moment. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir comment les salariés restent salariés et comment ils ne vont pas rentrer dans la cohorte de chômeurs, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment on évite les 2 millions de chômeurs supplémentaires ? Comment on évite les faillites ? C'était votre question tout à l'heure. Ça, c'est mon travail quotidien. Donc, toutes les propositions sont sans doute extrêmement intéressantes. On est tous très preneurs de justice sociale. Je pense que ceux qui ont la possibilité de réfléchir pour la suite doivent le faire. Et Patrick Mignola le fait bien. Mais moi, ma situation d'aujourd'hui, c'est celle de régler l'urgence du moment. Lors de la reconstruction, j'aurai sans doute également des propositions à faire. Alors, il y a l'urgence d'aujourd'hui, il y a aussi, on peut dire, l'urgence de demain. Il y a la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, mais également ses conséquences politiques. On nous parle, vous nous avez parlé vous-même d'une crise du niveau de celle de 1929, avec comme conséquence dans les années 30, on le sait, l'arrivée d'Hitler, de Mussolini ou de Pétain au pouvoir, autour d'une idéologie de la haine, du racisme, de la peur et de ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler encore aujourd'hui de fake news. Est-ce à dire que le risque politique est du même ordre aujourd'hui que dans les années 30, Gérald Darmanin ? Je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis quelques années, l'extrême droite est à nos portes. Moi, je fais partie d'une génération qui, pour la première fois qu'elle a voté la présidentielle, c'était pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Donc peut-être que cela vous surprend, mais moi, mon engagement politique est lié au combat contre ceux qui n'aiment pas la République. Donc évidemment, toute crise qui se rajoute à une situation déjà très compliquée politique en France, et pas qu'en France d'ailleurs, il faut bien avouer que la radicalité l'emporte beaucoup en Occident. Vous avez vu l'Italie, vous avez vu dans certaines régions d'Allemagne, vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu au Brésil. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue, est une promesse pour la République. Évidemment qu'une crise économique qui se rajoute à ces difficultés politiques, c'est toujours très préoccupant.
comparaison n'est pas toujours raison, mais moi je suis très préoccupé, évidemment, qu'un jour Mme Le Pen puisse accéder au pouvoir, et c'est pour cela que je me bats, et c'est pour cela que je fais de la politique. Et elle peut. Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir en 2022? Est-ce que ça serait plus facile aujourd'hui qu'hier? Donc aujourd'hui, du fait de la crise du coronavirus qu'hier. Encore une fois, je pense qu'indépendamment même de la crise du coronavirus, Mme Le Pen, parce qu'elle est souvent au second tour de l'élection présidentielle, parce que notre pays connaît depuis longtemps une crise politique et de confiance dans la politique, parce qu'il y a des crises économiques, parce qu'il y a des crises aussi de sécurité, le cas du terrorisme évidemment, ou les attaques communautaires contre la République, le terreau est favorable à un très gros score de Mme Le Pen. Et vous savez, moi je me suis engagé dans ma région pour pas qu'elle gagne, ça c'est pas passé loin, comme dirait l'autre. Et donc pour les régionales comme pour la présidentielle, on peut être très légitimement inquiet effectivement de son accession au pouvoir. Deux dernières questions, Gérald Darmanin. Est-ce que l'Union nationale est la réponse à la crise, peut empêcher justement Marine Le Pen d'arriver au pouvoir? Est-ce que dans ce contexte, ce n'est pas Jean-Pierre Chevènement qui a raison quand il considère que l'on ne pourra pas sortir de cette crise sans passer par un gouvernement de salut public, Gérald Darmanin? Mais moi, je ne compose pas le gouvernement. Je ne suis pas le président de la République. Donc je laisse le président de la République à ses prérogatives. Il jugera ce qu'il jugera le meilleur pour la République. Ce qu'il faut, c'est travailler. Et j'espère que l'esprit de concorde nationale est au rendez-vous des mesures que nous prenons. Je suis parfois inquiet de voir que certains retournent dans les guerres politiciennes alors qu'il faut tous serrer les rangs pour la nation. Merci Gérald Darmanin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.